Une pauvre femme de ménage a accueilli un sans-abri chez elle, sans imaginer qu'il s'agissait d'un millionnaire déguisé. 3 jours plus tard, elle est restée sans voix en le voyant à sa porte. Claire Moreau vivait à la lisière du tumulte parisien dans un appartement étroit aux murs fatigués, au 3e étage d'un immeuble ancien de Saint-Denis. Chaque matin, elle traversait la ville, nettoyait des chambres d'hôtel que d'autres n'osaient même pas regarder, et chaque soir, elle rentrait épuisée pour s'occuper de Théo, son fils de 15 ans, aussi rêveur qu'intelligent. Depuis la mort tragique de son mari dans un accident de voiture sur le périphérique, elle avait dû cumuler 2 emplois pour maintenir leur vie à flot. L'un dans un hôtel du 8e arrondissement, l'autre dans une entreprise de nettoyage, de bureau à la Défense. Entre les horaires décalés et les trajets interminables en métro, ses journées s'écoulaient dans une routine implacable, presque invisible aux yeux du monde. Ce soir-là, l'hiver semblait vouloir prouver quelque chose. Le vent cinglait les rues de Paris et la pluie mêlée de neige fondue glissait entre les pavés. Claire, emmitouflée dans un manteau usé, pressait le pas vers la station de métro. Il était presque minuit, et tout autour d'elle semblait endormi. Le quartier était calme, les vitrines obscures, les rares passants pressés de rentrer chez eux. En passant devant une boulangerie aux volets baissés, elle ralentit en apercevant une silhouette recroquevillée contre le mur. L'homme était là, presque fondu dans l'ombre, protégé seulement par quelques journaux humides. Ses cheveux longs et emmêlés tombaient sur son visage, et son manteau déchiré laissait voir des couches de vêtements sales, sans chaleur réelle. Il ne demandait rien, ne tendait pas la main. Il dormait ou tentait de le faire, blotti contre la pierre froide, le visage à moitié dissimulé. Claire s'arrêta. Ce n'était ni la première fois qu'elle voyait un sans-abri, ni la première nuit glaciale de l'hiver. Mais quelque chose chez lui, peut-être son immobilité paisible, peut-être la manière dont il avait placé les journaux, soigneusement, autour de lui donna un frisson différent. Elle fouilla dans son sac et en sortit le petit Tupperware qui contenait ce qu'il lui restait du dîner, des lentilles et un morceau de pain dur. Hésitante, elle s'agenouilla près de lui. « Monsieur ?» murmura-t-elle doucement. L'homme ouvrit lentement les yeux. Ils étaient d'un gris clair, presque translucide. Il ne parla pas tout de suite, la fixa sans hostilité. Claire lui tendit le contenant. « C'est pas grand-chose. Mais c'est chaud. » Enfin, ça l'était. Il hésita, puis prit le récipient d'un geste lent comme s'il craignait que le mouvement le réveille d'un songe. Un léger hochement de tête, presque imperceptible, fut sa seule réponse. « Vous avez un endroit où dormir ?» demanda-t-elle, la voix serrée. Il ne répondit pas. Elle soupira, se redressa, prête à repartir, mais son cœur battait plus fort que d'habitude. Elle regarda une dernière fois autour d'elle, puis prit une décision qu'elle-même ne comprenait pas entièrement. « Écoutez, j'ai un canapé. C'est pas grand, c'est pas luxueux, mais c'est au chaud. Vous pouvez venir, juste pour une nuit, si vous voulez. » L'homme la regarda longuement, comme si ces mots devaient traverser des années de silence avant d'être compris. Puis lentement, il hocha la tête. Le trajet de retour fut silencieux. Dans le métro quasi vide, Claire lui lança quelques regards furtifs. Il gardait les yeux baissés, ses mains jointes sur ses genoux, son dos droit malgré l'épuisement, visible. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, Théo dormait déjà. Elle installa une couverture sur le canapé, lui indiqua la salle de bain sans insister. Il murmura, enfin, « Merci. Je m'appelle Luc. »« Claire, » répondit-elle, « reposez-vous. » Elle se coucha, incapable de trouver le sommeil. Son esprit tournait. Elle avait laissé entrer un inconnu chez elle, un homme sans passé, sans nom véritable peut-être. Et pourtant, elle n'avait pas peur. Seulement ce curieux sentiment qu'une page, silencieusement, venait de se tourner. La nuit avait été calme. Claire se réveilla avant le lever du soleil, comme à son habitude, réveillée par le vrombissement lointain du RER et le tic-tac discret du réveil qu'elle n'avait jamais eu besoin de reprogrammer. Elle se leva doucement, consciente que Luc dormait dans le salon. Elle jeta un coup d'œil furtif en passant dans le couloir. Il était là, immobile sur le canapé, couvert de la vieille couverture qu'elle gardait pour les hivers rudes. Il n'avait pas bougé, ou si peu. Son visage, maintenant à découvert, portait les marques du froid, de la fatigue et de l'errance, mais aussi quelque chose d'étrangement calme. Dans la cuisine, elle fit chauffer de l'eau, prépara 2 cafés
et mit à réchauffer le reste du pain de la veille au four. C'était une routine si banale qu'elle en oublia un instant qu'un inconnu dormait dans la pièce voisine. Puis elle entendit des pas lents. Luc se tenait dans l'encadrement de la porte, les mains croisées, le regard encore embué de sommeil. « Bonjour », dit-il d'une voix grave mais douce. Claire lui tendit une tasse. « Vous avez bien dormi ?» Il hocha la tête. Il s'assit à la table, sans bruit, comme s'il voulait occuper le moins d'espace possible. Elle remarqua à nouveau ses manières. Il tenait la tasse avec précaution, comme si elle était précieuse, et regardait chaque chose avec attention, presque avec respect. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux observaient tout. Claire ne savait pas quoi dire. Alors elle parla de la pluie, du froid, des grèves de transport qui allaient encore compliquer sa journée. « Vous avez un endroit où aller aujourd'hui » demanda-t-elle finalement. « Pas vraiment. Mais je ne veux pas vous déranger. » Ce n'est pas un dérangement. Un silence s'installa paisible. Claire devait partir dans moins d'une heure. Elle hésita puis finit par dire « Si vous voulez rester ici pendant la journée pour vous reposer ou vous doucher à nouveau, la porte n'est pas fermée. Je ne peux pas vous proposer plus. Je dois partir au travail. Mais je vous fais confiance. » Luc leva les yeux vers elle, surpris. « Vous êtes sûr ?»« Je crois, oui, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je crois que oui. » Il hocha la tête avec gravité, comme si ce geste avait plus de poids qu'elle ne pouvait imaginer. Lorsqu'elle revint le soir, Luc avait lavé la vaisselle, balayé le sol de l'entrée et refermé la fenêtre de la cuisine qui grinçait. Il n'avait pas quitté l'appartement. Claire ne s'attendait pas à cela. Elle lui sourit un peu gênée. « Merci », dit-elle simplement. « C'est moi qui vous remercie. » Théo, curieux, avait fini par poser des questions. Claire lui expliqua que Luc n'avait nulle part où aller, qu'il allait rester quelques jours. Le garçon, habitué à la sobriété de leur quotidien, accueillit cette nouvelle avec une certaine réserve, mais sans méfiance. Il observa Luc en silence, le salua poliment. Luc, en retour, lui adressa un regard direct, sincère, et ajouta « Tu as une belle bibliothèque. » Théo fronça les sourcils, surpris que cet homme en haillons remarque cela. Le lendemain matin, Luc avait préparé du thé. Claire remarqua qu'il avait aussi plié soigneusement la couverture, rangé les coussins et nettoyé le miroir de l'entrée sans qu'on le lui demande. Il continuait de parler peu, mais chaque mot semblait choisi avec soin. Ce soir-là, Théo avait laissé ses devoirs de mathématiques sur la table. Une équation mal résolue, griffonnée à la hâte. Claire ne s'en serait pas souciée. Mais Luc l'avait regardé un instant, puis avait pris un vieux stylo pour corriger discrètement l'erreur. Il n'avait rien dit. Quand Théo l'avait revu, il avait froncé les sourcils, puis observé Luc avec un mélange d'incrédulité et de fascination. « C'est vous qui avez corrigé ça ?» demanda-t-il. Luc ne répondit pas immédiatement. Il sourit presque timidement. « J'aimais bien les mathématiques, autrefois. » Claire, qui avait observé la scène, sentit un frisson étrange. Qui était vraiment cet homme? Il portait toujours les mêmes vêtements usés, n'avait aucun papier, aucune histoire à raconter, et pourtant il se tenait avec la rigueur d'un professeur, l'attention d'un artisan, la discrétion d'un invité parfait. Elle tenta de lui poser des questions, mais il répondait avec des phrases brèves, jamais intrusives, toujours « police ». « Vous avez de la famille ?» demanda-t-elle un soir. Il hésita, puis secoua la tête. « Non, plus maintenant. »« Vous avez travaillé dans quoi avant ?»« Dans différents endroits, rien d'important. » Et puis, sans qu'elle comprenne pourquoi, elle n'insista pas. Elle sentait que forcer les choses ne mènerait à rien. Luc n'était pas comme les autres hommes qu'elle avait rencontrés. Il y avait chez lui une sorte de dignité discrète, presque douloureuse. Il faisait partie de ces gens qu'on ne remarque jamais dans la rue, mais qui, une fois entrés dans votre vie, changent votre manière de regarder le monde. Le troisième soir, il proposa de cuisiner quelque chose avec ce qu'il trouva dans les placards. Il prépara un plat simple mais savoureux, des pommes de terre sautées avec des herbes, un œuf poché et un reste de légumes empoêlés. Claire fut surprise. Il savait manier les couteaux avec aisance, doser les épices avec justesse. Théo, d'habitude difficile, mangea sans protester. Luc mangeait lentement, avec respect, comme si chaque bouchée avait de l'importance. Puis, il fit la vaisselle sans qu'on le lui demande. Claire ne savait plus comment réagir. Elle avait invité un homme à dormir une nuit, et maintenant il faisait presque partie du quotidien. Pourtant,
Jamais il ne prenait de place, jamais il ne s'imposait. Il semblait flotter dans leur vie comme un fantôme bienveillant. Le soir suivant, alors qu'elle s'apprêtait à lui proposer de rester encore quelques jours, elle découvrit le canapé vide. La couverture était pliée, les coussins remis en place. La vaisselle du petit déjeuner était faite. Sur la table, basse, un petit morceau de papier était posé. Claire s'approcha, le cœur serré. Le billet était court, écrit à la main, d'une écriture élégante, presque calligraphiée. « Merci pour votre humanité. » Elle resta là, figée, tenant le papier comme un objet précieux. Le silence de l'appartement sembla plus profond que d'habitude. Luc était parti, sans bruit, sans demander, sans rien prendre. Il n'avait laissé que ce mot et une absence qui pesait plus qu'elle n'aurait cru possible. Dans les jours qui suivirent, Claire se surprit à guetter, sans le dire à voix haute, le retour de cet homme qu'elle avait accueilli presque par accident. Chaque soir, en rentrant du travail, elle espérait apercevoir cette silhouette familière dans l'encoignure d'une rue ou retrouver ce regard gris insondable dans la foule pressée du métro. Mais Luc s'était évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, son passage avait laissé une empreinte plus profonde que Claire ne voulait l'admettre. Elle continuait sa routine, préparait les repas, allait d'un travail à l'autre, corrigeait les devoirs de Théo, rangeait le salon, et chaque fois qu'elle croisait le canapé vide, son regard s'attardait une seconde de trop. Elle n'avait rien dit à ses collègues de l'hôtel, ni à sa superviseure de l'entreprise de nettoyage. Ce qu'elle avait vécu avec Luc semblait appartenir à une sphère trop intime, presque irréelle, comme un rêve furtif, mais chargé de sens. Un soir, Théo, assis à table, rompit le silence. « Tu crois qu'il reviendra ?» Claire leva les yeux de son assiette. « Je ne sais pas. Peut-être. Il n'a rien dit. Il était bizarre, mais pas comme les autres. » « Bizarre comment ? Je ne sais pas. Il parlait comme un prof, il regardait tout comme s'il comprenait tout. Et cette équation que j'avais ratée, il l'a corrigée sans même réfléchir. » Claire acquiesça, pensive. Elle se souvenait de ses gestes, précis, de sa manière de manipuler les objets avec soin, de son silence plein de signification. Elle repensa à la manière dont il avait refermé la fenêtre de la cuisine, celle qu'elle-même n'arrivait jamais à ajuster correctement. Il l'avait réparée, sans un mot, et ce n'était pas le seul détail. Le robinet de la salle, de bain qui fuyait depuis des mois, ne goûtait plus. Le tiroir coincé de la commode avait retrouvé sa fluidité. De petites choses, mais toutes réalisées avec un soin presque professionnel. Luc n'était pas un vagabond ordinaire. Claire en était de plus en plus convaincue. Il ne correspondait à aucun des profils de sans-abri qu'elle avait pu croiser dans sa vie. Ni la résignation, ni la détresse visible, ni la colère enfouie. Il semblait volontaire, comme s'il avait choisi d'être là pour un temps limité, dans une forme d'expérimentation étrange dont elle ignorait les contours. Et puis il y avait cette écriture. Le mot qu'il avait laissé était court, certes, mais la calligraphie, élégante, précise, révélait une éducation formelle, presque académique. Claire, qui passait souvent l'aspirateur dans les bureaux de juristes et de médecins, connaissait les signes d'un certain raffinement. Luc, malgré ses vêtements usés et son silence prudent, appartenait à un autre monde. Elle se mit à repenser à chaque détail de ses gestes, la manière dont il avait organisé les coussins, plié la couverture, lavé les assiettes. Yaquan avait agi non pas par servilité, mais par habitude, comme quelqu'un pour qui l'ordre est une seconde nature. Une nuit, incapable de dormir, elle sortit le petit mot de sa table de chevet et le relut. « Merci pour votre humanité. » 3. Mot simple, mais lourd de gratitude. Elle relut la signature « L ». Pas Luc, pas Lucien, juste cette initiale, comme s'il voulait qu'on devine. Le lendemain, au travail, alors qu'elle nettoyait le couloir du 7e étage du grand hôtel de luxe où elle était affectée, elle entendit 2 cadres parler d'un dîner privé organisé la veille dans la suite présidentielle. Un « tsa » nom revint dans leur conversation, répété 2 fois avec un certain respect, « Monsieur Delattre ». Claire n'y prêta pas attention au début, mais quelque chose dans leur ton attira son intérêt. Ce nom lui semblait familier, sans qu'elle sache d'où. 2 jours plus tard, elle fut appelée pour nettoyer une des salles de réunion du rez-de-chaussée, habituellement réservée aux dirigeants ou à des clients prestigieux. En entrant dans la pièce, elle sentit tout de suite la différence. Les fauteuils en cuir étaient alignés avec une précision géométrique,
Les bouteilles d'eau minérale, toutes françaises, étaient posées sur des sets individuels en cuir grainé. Au mur, plusieurs cadres affichaient des photos d'événements, d'entreprises, cocktails, conférences, remises de prix. L'un des cadres attira son regard. C'était une photo officielle, récente, visiblement issue d'un journal économique. Un groupe d'hommes en costume posait devant le logo du groupe Delattre. Et là, au centre de l'image, se tenait un visage qu'elle connaissait trop bien, Luc. Mais ce n'était plus le Luc aux vêtements râpés et au regard perdu. C'était un homme en complet gris anthracite, chemise blanche impeccable, cravate bleue sombre, cheveux courts et soigneusement coiffé, le regard direct. Il souriait mais sans excès. À ses côtés, d'autres hommes plus âgés semblaient presque en retrait. En dessous, une petite plaque en métal précisait « Lucien Delattre, directeur général, groupe Delattre ». Claire sentit un vertige l'envahir. Elle recula d'un pas comme si la révélation lui coupait le souffle. C'était impossible. Et pourtant, elle ne pouvait pas se tromper. Ce visage, ces yeux, cette posture, c'était lui, Luc, Lucien. Elle resta plantée là plusieurs secondes, figée, incapable de détourner le regard. Comment un homme à la tête d'un conglomérat aussi influent pouvait-il avoir dormi sur son canapé, réparé son robinet, corrigé les devoirs de son fils en silence, sans jamais révéler son identité? Elle termina son service machinalement, la tête ailleurs. Sur le trajet du retour, elle consulta son téléphone. Elle tapa « Lucien Delattre » dans le moteur de recherche. Des dizaines de résultats apparurent. Articles économiques, portraits dans des magazines de gestion, interviews rares. Il était qualifié de visionnaire discret, connu pour son aversion aux médias et son intérêt pour les modèles alternatifs de management. Certains journaux racontaient qu'il avait pris la tête de l'entreprise familiale après le décès soudain de son père, qu'il avait transformé le groupe en acteur majeur de la finance éthique. Mais nulle part il n'était fait mention d'un projet de vie dans la rue. Claire lut avec attention, dévorant les moindres détails. Une phrase dans un article du Monde retint particulièrement son attention. Lucien Delattre croit aux expériences de terrain comme moyen de compréhension humaine, qu'il a déjà été aperçu incognito parmi les employés de ses filiales. Une autre source évoquait qu'il avait été vu plusieurs fois sans escorte, prenant le métro, arpentant les rues de manière anonyme. Mais aucun témoignage ne confirmait ce qu'elle avait vécu. Alors la vérité s'imposa, brutale et silencieuse. Elle avait hébergé un millionnaire, et pas n'importe lequel. Un homme qui avait choisi de se faire passer pour un sans-abri, de dormir dans le froid, de s'effacer dans l'anonymat. Un homme qui l'avait observé, elle, une simple femme de ménage, sans jamais la juger, sans rien attendre en retour. Et surtout, un homme qui était parti comme il était venu, sans bruit, sans explication. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Le visage de Lucien Delattre hantait ses pensées, non pas comme un mystère à résoudre, mais comme une énigme humaine plus profonde. Qui était-il réellement? Pourquoi avait-il choisi sa rue, sa boulangerie, son canapé? Et surtout, reviendrait-il? Le silence que Luc avait laissé derrière lui était si dense qu'il semblait s'infiltrer dans chaque recoin de l'appartement. Claire continuait sa vie avec une apparente normalité, mais au fond d'elle, quelque chose s'était fissuré. Chaque matin, elle jetait un regard machinal au canapé avant de partir, comme si une partie d'elle-même espérait encore le retrouver là, endormi, les mains croisées sur la poitrine, son visage calme malgré les épreuves. Mais Luc n'était pas revenu. Pas une trace, pas un mot de plus. Seul ce billet, déposé comme une ultime marque de respect, restait comme témoin de son passage. Théo aussi ressentait cette absence. Il ne disait rien de plus, mais son regard restait souvent accroché à la porte d'entrée et il passait plus de temps que d'habitude à relire ses cours, comme si cela pouvait lui redonner une forme de contrôle sur une situation qui l'avait profondément bouleversé. Il avait gardé dans sa chambre la feuille de calcul corrigée, non pas pour l'exactitude des réponses, mais pour ce qu'elle représentait. Une rencontre, un mystère, une faille dans le quotidien terne qui avait toujours structuré leur vie. Claire, de son côté, était habitée par une tension sourde, un mélange de fascination et d'incrédulité. Plus elle en apprenait sur Lucien Delattre, plus l'écart entre l'homme qu'elle avait accueilli et celui des articles en ligne lui semblait irréconciliable. Comment cet homme aux gestes si simples, si mesurés, pouvait-il être à la tête d'un empire financier?
Comment expliquer la cohérence de ses manières, l'attention portée aux détails, l'écoute silencieuse qu'il avait offerte à un adolescent en quête d'attention? Il y avait dans tout cela une dissonance qu'elle n'arrivait pas à apaiser. Elle repassait en boucle les moments passés avec lui, se demandant s'il avait laissé des indices qu'elle n'aurait pas compris. Avait-il testé sa réaction? L'avait-il choisi elle, spécifiquement? Ou était-il simplement tombé là, par hasard, poussé par la fatigue ou la curiosité? Rien ne permettait de répondre, et cela la rongeait. Un matin, alors qu'elle nettoyait les escaliers de service de l'hôtel, elle entendit deux employés discuter d'un programme de mécénat interne lancé par le groupe Delattre. Il s'agissait d'un fonds destiné à soutenir des projets d'insertion pour les sans-abri, avec des aides logistiques, financières et surtout humaines. Claire s'arrêta un instant, le cœur battant. Ce programme, à peine lancé, portait déjà la marque d'un homme qu'elle connaissait bien trop pour le confondre avec une stratégie d'image. C'était une initiative sincère, pensée en profondeur. Cela ne faisait que renforcer ses interrogations. Pourquoi lui avait-il caché son identité? Pourquoi n'était-il pas resté pour lui expliquer, pour lui offrir des réponses? Et surtout, pourquoi avait-il choisi de partir si discrètement, sans rien demander, sans chercher à établir un lien plus clair? Elle se rappela la dernière nuit qu'il avait passée chez elle. Il s'était couché un peu plus tôt que d'habitude, silencieux après avoir lavé les verres du dîner. Il avait regardé Théo avec une lueur étrange dans les yeux, une sorte de mélancolie tranquille. Et il lui avait dit, juste avant d'éteindre la lumière, « Merci pour ce que vous êtes ». À l'époque, Claire n'avait pas saisi toute la portée de cette phrase, mais maintenant elle y repensait sans cesse. Le jour de sa disparition, elle s'était levée vers 6 heures, comme toujours. Elle avait remarqué que la cuisine sentait légèrement le savon, comme si quelqu'un avait nettoyé après son passage. La vaisselle brillait. Le sol, habituellement poussiéreux près de la porte, avait été essuyé. C'était un détail, mais un détail qui portait sa signature. Luc était parti tôt, bien avant qu'elle ne se lève. Il avait plié soigneusement la couverture, remis les coussins et laissé l'endroit impeccable. Pas un objet ne manquait, pas même la vieille cuillère cabossée qu'il utilisait pour remuer son café. Sur la table basse, le billet. Pas de nom complet, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, seulement cette phrase « Merci pour votre humanité ». Elle, une lettre, une phrase et un silence. Il avait choisi de partir sans déranger, comme il avait vécu ces 3 jours. En retrait, en douceur, mais en laissant une marque indélébile. Dans les jours suivants, Claire interrogea discrètement le voisin du dessous, une vieille dame toujours attentive à ce qui se passait dans l'immeuble. Celle-ci n'avait rien vu. Pas d'homme étrange, pas de sac, rien. Le concierge, lui, se souvenait vaguement d'un type mal rasé mais poli qui lui avait tenu la porte, un matin tôt. Cela correspondait, mais aucune autre trace. Aucune caméra dans leur bâtiment vétuste, aucune photo, rien d'autre que ses souvenirs et ce nom qui revenait en boucle, Lucien Delattre. Un soir, en rentrant chez elle, Claire s'arrêta devant le miroir du couloir. Elle s'observa longuement. Elle se vit, elle, Claire Moreau, femme invisible aux yeux du monde, 42 ans, 2 emplois, un fils à charge, et pourtant choisie, semble-t-il, pour quelque chose. Elle ne savait pas quoi exactement, mais l'idée germait dans son esprit qu'elle n'avait pas été choisie au hasard. Peut-être que son humanité, justement, ce naturel qu'elle croyait banal, avait suffi pour déclencher chez cet homme un déclic. Peut-être que cela faisait partie de quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait encore comprendre. Elle essaya un matin d'appeler le siège du groupe Delattre sous prétexte de demander des informations sur le programme de mécénat. La réceptionniste fut polie mais distante. On lui donna un formulaire en ligne, aucun contact direct. Aucune chance d'approcher Lucien Delattre sans invitation formelle. Le nom était là, sur les organigrammes, mais l'homme, lui, restait hors d'atteinte. Elle raccrocha, frustrée. Une partie d'elle voulait simplement le revoir, le regarder, dans les yeux, et lui poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis son départ. Pourquoi moi? Mais Lucien restait un mystère. Il n'y avait plus de traces de lui, ni dans les rues, ni dans la presse. Pas de scandale, pas de révélation. Le monde continuait sans se soucier de son passage dans la vie d'une femme simple. Et pourtant, pour Claire, plus rien n'était pareil. Elle gardait le billet dans un tiroir à côté de ses papiers les plus précieux. Ce petit rectangle de papier était devenu une encre. Une preuve que ce qu'elle avait vécu n'était pas une hallucination,
ni une parenthèse vaine. C'était réel. Et cela avait changé sa manière de regarder les gens, de mesurer les gestes, de comprendre le poids du silence. Lucien Delattre avait disparu, mais Claire savait qu'un jour il reviendrait. Ce genre d'histoire ne s'éteint pas dans un simple adieu griffonné à la hâte. Ce genre d'histoire attend, mûrit, et réapparaît là où on ne l'attend plus. Claire n'avait pas oublié cette photo. Elle revenait la hanter, comme une preuve muette de quelque chose de trop grand pour son monde. Depuis qu'elle avait croisé le regard figé de Lucien Delattre sur le mur de cette salle de réunion, elle ne voyait plus les lieux du travail de la même manière. Chaque couloir de l'hôtel, chaque salon feutré, chaque discussion murmurée entre cadres prenait un tout autre relief. Elle marchait désormais parmi ces murs, avec la certitude que le monde qu'elle avait effleuré était bien réel, qu'il existait dans une couche parallèle à la sienne, un monde où Lucien, l'homme qui avait dormi sur son canapé, évoluait quotidiennement. Les jours passaient, et cette image restait vive dans son esprit. Ce n'était pas seulement le contraste entre la misère apparente de Luc et l'élégance impeccable de Lucien qui la troublait. C'était cette certitude que les deux étaient la même personne. Elle avait passé 3 jours à observer cet homme de près. Elle avait entendu sa voix, vu ses gestes, ressenti sa présence. Ce n'était pas un sosie ni une coïncidence, c'était lui. Mais alors, pourquoi ce jeu? Pourquoi se faire passer pour un sans-abri? Pourquoi l'avoir choisie elle, Claire Moreau, une femme de ménage sans importance apparente, pour vivre cette parenthèse étrange? Elle tenta de reprendre une routine. Au travail, elle s'appliquait plus que jamais, espérant que ce zèle la détournerait de ses pensées. Mais c'était inutile. Chaque fois qu'elle pénétrait dans une pièce luxueuse, chaque fois qu'elle essuyait un miroir ou passait l'aspirateur sur un tapis épais, elle se surprenait à chercher des traces de lui, des détails, un dossier oublié, un paraphe, une odeur de parfum familière. Rien. Lucien n'était pas là. Ou bien il était passé, mais à une heure où elle n'était pas présente. Parfois, elle rêvait. Des rêves confus, dans lesquels Luc s'asseyait à sa table de cuisine, lui tendait à nouveau la feuille de remerciement, mais cette fois avec un autre message au dos, un rendez-vous, une explication. Elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, persuadée un instant qu'il était revenu. Puis le silence et le vide du matin reprenaient leur droit. Un jeudi matin, alors qu'elle nettoyait les vitres d'une salle réservée au dîner d'affaires, elle entendit 2 responsables de l'hôtel parler d'une réunion exceptionnelle qui allait avoir lieu le lendemain. Ils mentionnaient la venue d'un haut dirigeant du groupe Delattre. Le ton était empreint de nervosité. Tout devait être parfait, nappes repassées à la main, vaisselle d'exception, service silencieux mais irréprochable. Claire retint sa respiration. Elle n'osa pas poser de questions, mais cette information suffisait à faire naître en elle une nouvelle tension. Lucien allait peut-être venir ici. Peut-être allait-elle le croiser, enfin. Le jour dit, elle se leva plus tôt. Elle se coiffa avec soin, choisit des vêtements plus neutres, effaça toute trace de fatigue sur son visage avec un peu de poudre empruntée à une collègue. Elle savait qu'elle ne serait pas affectée. Directement à la salle de réunion, ce genre d'événement était toujours géré par des employés plus visibles, mais elle espérait, au fond d'elle, qu'une opportunité se présenterait. La matinée s'écoula sans incident. Elle fut envoyée aux étages, comme d'habitude. Vers 11 heures, on lui demanda de remplacer une collègue souffrante pour une intervention rapide au rez-de-chaussée. Son cœur bondit dans sa poitrine. Elle descendit, le chariot à la main, et s'approcha du salon Delorme où la réunion devait se tenir. Elle fut stoppée par un maître d'hôtel qui la reconnut à peine, tant elle semblait concentrée. Elle prétexta une vérification de routine des sanitaires attenants à la salle. Il la laissa passer, trop pressée pour questionner davantage. Dans le couloir adjacent, elle entendit des voix. Des hommes discutaient en français et en anglais, des chiffres, des projections, des stratégies à long terme. Elle reconnut cette ambiance propre aux sphères qu'elle ne côtoyait que par le nettoyage de leurs traces. Et puis soudain cette voix, grave, posée, précise, elle la connaissait. Elle la connaissait mieux que tout. C'était lui. Elle n'osa pas entrer. Elle resta là, derrière la porte close, le souffle suspendu. Elle colla son oreille un instant, assez pour entendre une inflexion, un rire bref, une salutation, puis le silence retomba. Les participants passèrent à autre chose. Mais pour Claire, ce court instant suffisait. Elle avait la confirmation. Lucien était là, à quelques mètres, de l'autre côté de cette paroi,
Elle recula, retourna à son poste, le cœur secoué de tremblements. Toute la journée, elle se sentit comme en apesanteur. À la fin de son service, elle repassa devant le salon de l'Orme. La réunion était terminée, les lieux à nouveau silencieux. Elle entra pour nettoyer les verres, remettre les chaises. Elle regarda autour d'elle avec attention, comme si le simple fait de poser les yeux sur l'endroit où il s'était assis pouvait lui transmettre une forme de présence. Sur la table, au milieu des bouteilles d'eau entamées, elle trouva une serviette en papier, pliée, oubliée sans doute par un convive. Elle la prit sans réfléchir et la rangea dans sa poche. Elle rentra chez elle cette nuit-là dans un silence profond. Théo dormait déjà. Elle s'assit dans la cuisine, sortit la serviette, la déplia. Elle n'avait rien de particulier, juste quelques traces d'un doigt mouillé. Peut-être une ligne de stylo bleu à peine visible. Mais elle la garda comme un talisman, une preuve supplémentaire. Les jours suivants, elle ne parla de rien à personne. Elle se contenta de vivre, d'observer, d'écouter. Mais quelque chose avait changé en elle. Ce n'était plus seulement une curiosité ou une obsession. C'était devenu une attente. Elle savait désormais que Lucien n'était pas loin, qu'il était revenu dans son monde à lui, mais qu'il n'avait pas totalement quitté le sien. Elle ignorait ce qu'il préparait. Elle ignorait même s'il préparait quelque chose. Mais elle sentait au fond de ses entrailles que le destin qu'il avait effleuré du bout des doigts chez elle n'avait pas encore dit son dernier mot. Et puis, un matin, alors que le printemps commençait à poindre timidement derrière les vitres embuées, on frappa à la porte. 3 coups secs, ni brusques, ni hésitants. Claire, encore en robe de chambre, ouvrit. Et là, sur le palier, se tenait Lucien, vêtu d'un manteau sombre, rasé de près, l'allure droite. Son regard était le même. Mais tout dans sa posture indiquait qu'il n'était plus l'homme qu'elle avait accueilli. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Lucien lui adressa un sourire fin. « Bonjour, Claire. Je sais que je vous dois des explications. Est-ce que je peux entrer ?» Lucien Delattre était de retour. Il se tenait là, sur le seuil, à peine différent physiquement de l'homme que Claire avait accueilli pendant 3 nuits, mais pourtant entièrement autre. Il portait un manteau élégant, un costume parfaitement ajusté, et son regard n'avait plus cette brume perdue de celui qui dort sous des journaux dans le froid de la rue. C'était un homme debout, assumé, précis, mais toujours calme. Claire, figée devant lui, sentit le monde tourner plus lentement. Elle s'écarta sans un mot, le laissa entrer et referma la porte derrière lui. Ils restèrent debout un moment dans le silence familier du petit appartement. Lucien balaya la pièce du regard, comme s'il la retrouvait, comme s'il se réappropriait les souvenirs qu'il y avait laissés. Il regarda le canapé, la table basse, la petite étagère chargée de livres d'occasion, puis revint vers elle. « Je suis désolé d'être parti sans prévenir. Je ne savais pas comment vous dire au revoir. Et je ne savais pas non plus comment revenir jusqu'à aujourd'hui. » Claire ne répondit pas. Elle s'assit lentement sur la chaise de la cuisine. Lucien, debout face à elle, attendait, respectueux, les mains jointes. Elle le fixait sans animosité, mais avec une accumulation de questions brûlantes dans le regard. « Vous êtes donc vraiment Lucien Delattre ?» Il hocha la tête. « Je le suis. Et j'étais aussi Luc. Ce n'était pas un jeu, Claire. Je ne me moquais pas de vous. Ce que j'ai vécu ici était réel. Ce que vous m'avez offert était authentique. Je ne pouvais pas le fabriquer ni le simuler. Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin d'une voix plus dure qu'elle ne le voulait. Lucien soupira et se mit à marcher lentement dans la pièce, comme pour rassembler ses pensées. « Cela fait plusieurs années que je mène, de manière discrète, une série d'expériences personnelles. J'ai grandi dans un univers qui ne ressemblait en rien à celui que je fréquente aujourd'hui. Je suis né dans une famille où l'on comptait chaque sou, où l'on apprenait à survivre avant d'apprendre à vivre. Quand j'ai hérité de l'entreprise de mon père, j'ai refusé de me couper de cette réalité. Mais malgré tous mes efforts, les bureaux, les rapports, les réunions finissent par nous éloigner du concret. Alors, je me suis créé un projet, une forme de retour, une immersion volontaire. 3 semaines par an, je vis dans la rue. Sans argent, sans carte, sans protection. Je ne le dis à personne, pas même à mes associés. Seuls 2 de mes collaborateurs les plus proches sont informés, pour des raisons de sécurité. Claire l'écoutait sans cligner des yeux. Ce qu'elle
entendait dépasser tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle sentait encore cette part d'elle qui refusait d'y croire, qui trouvait tout cela trop orchestré, trop parfait pour être vrai. Et pourtant, tout concordait. L'éducation de Luc, son silence, sa manière de regarder les choses, même la façon dont il avait quitté l'appartement, proprement, discrètement, avec une touche de respect que seuls les gens qui connaissent le manque savent offrir. Et moi? Pourquoi moi? Pourquoi mon immeuble? Mon canapé? Mon fils? Lucien s'arrêta de marcher. Il la regarda avec une sincérité désarmante. Je ne choisis jamais. C'est l'unique règle. Je marche et je m'arrête là où le corps me dit de le faire. Ce soir-là, il faisait un froid sec. J'avais faim. J'ai vu la lumière de la boulangerie s'éteindre et je me suis assis là. Et vous êtes arrivé. Vous auriez pu tomber sur quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas arrivé. C'est vous que j'ai rencontré. Vous qui m'avez offert un repas, une nuit, puis 3, sans rien demander. Vous qui avez accepté ma présence sans poser de conditions, sans soupçon. Vous qui avez fait ce que peu de gens font encore, tendre la main. Claire détourna les yeux. Elle sentait les larmes monter, mais elle refusait de pleurer devant lui. Une part d'elle voulait le croire. Une autre lui criait qu'elle n'était qu'une page dans une expérience savamment planifiée, qu'il faisait ça peut-être chaque année, avec d'autres, et qu'elle n'était rien de plus qu'un sujet d'étude. Elle sentit une colère, sourde remontée, une rage faite de honte, de doute et de fatigue accumulée. Et maintenant, vous êtes revenu pourquoi? Pour me remercier? Pour me dire que j'ai gagné un test? Lucien secoua doucement la tête. Non. Je suis revenu parce que je ne pouvais pas ne pas revenir, parce que ce que j'ai vécu ici m'a marqué, parce que vous m'avez rappelé ce que c'est que l'essentiel, et parce que je crois que vous méritez plus que ce que la vie vous a donné jusqu'ici. Elle le regarda, les poings serrés sur la table. Vous ne me devez rien, monsieur Delattre. Vous avez eu ce que vous cherchiez. Vous avez vécu votre expérience. Moi, je retourne travailler demain. J'ai un fils qui attend que je fasse les courses. Je n'ai pas besoin de pitié ni de récompense. Lucien resta silencieux. Puis, il s'assit enfin face à elle. Ce n'est ni de la pitié ni une récompense. C'est une reconnaissance et peut-être une proposition. Mais je vous la présenterai seulement si vous acceptez de l'entendre. Claire ferma les yeux un instant. Elle ressentait en elle un vertige immense, comme si tout ce qu'elle croyait immobile dans sa vie se mettait à basculer. Elle avait appris à ne dépendre de personne, à ne rien attendre. L'arrivée de cet homme, et maintenant son retour, remettait tout cela en question. Elle rouvrit les yeux et parla enfin d'un ton plus posé. « J'ai besoin de temps. Je n'ai pas encore digéré votre départ. Je n'ai pas encore compris ce que tout cela signifie pour moi. Et je ne suis pas prête à faire entrer votre monde dans le mien. Pas encore. » Lucien acquiesça. « Je comprends. Je ne vous demanderai rien. Prenez le temps qu'il faudra. Je vous laisse ceci. » Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de son manteau et la posa sur la table. Claire ne la toucha pas. Il se leva. « Merci encore. Pour ces 3 jours. Pour votre humanité. Je reviendrai si vous m'y autorisez. » Et il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Claire resta là, immobile, regardant l'enveloppe blanche sur la table, comme si elle contenait une clé vers un monde inconnu. Elle n'avait pas encore décidé si elle allait l'ouvrir, mais elle savait que rien, désormais, ne pourrait être comme avant. Claire n'ouvrit pas l'enveloppe tout de suite. Elle la laissa plusieurs jours sur la table, intacte, comme un objet trop chargé de sens pour être manipulé à la légère. Elle passait devant à chaque repas, à chaque passage dans la cuisine, et détournait le regard comme si ce simple morceau de papier pouvait bouleverser à nouveau l'équilibre fragile qu'elle tentait de préserver. Théo l'avait vue, avait posé la question, mais elle s'était contentée de répondre que c'était quelque chose de personnel. Il n'insista pas. Il avait compris que quelque chose d'important s'était produit, même s'il ne savait pas encore. Quoi? Pendant plusieurs jours, Claire vécut dans un état étrange, entre tension et attente, entre peur et curiosité. Elle n'avait parlé à personne de cette visite, pas à ses collègues, pas à ses voisines, pas même à sa sœur avec qui elle échangeait pourtant régulièrement des messages. Elle avait besoin de comprendre seule, sans regard extérieur, ce que le retour de Lucien signifiait réellement pour elle. Elle craignait qu'en partageant ce moment, il perde de sa véracité, de sa densité. Elle avait besoin que cela reste encore un instant dans le cercle de l'intime. Un soir,
Alors que Théo était couché, elle s'assit enfin devant la table, prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur un papier à en-tête très sobre. Aucune fioriture, aucune marque d'opulence, juste une écriture droite, régulière, et des mots soigneusement choisis. Lucien y exprimait à nouveau sa gratitude, sans excès, sans insistance. Il y expliquait brièvement l'existence de sa fondation, une entité peu médiatisée mais active, dont l'objectif était de financer et coordonner des projets d'inclusion sociale. Il y mentionnait aussi une proposition, un poste à temps plein au sein de cette structure, avec un salaire fixe, une formation progressive et surtout une mission définie par ses propres choix. Il ne s'agissait pas de la faire entrer dans un système fermé, mais de l'intégrer à une dynamique humaine, de donner une valeur nouvelle à son expérience. À la fin de la lettre, il avait simplement écrit « Vous n'avez aucune obligation. Je vous propose parce que je crois en ce que vous incarnez. Prenez votre temps. Mon assistante pourra vous recevoir si vous le souhaitez. » Il avait joint une carte de visite, sobre elle aussi, avec un nom, un prénom, un numéro de téléphone. Rien de plus. Claire relut la lettre plusieurs fois. Elle était bouleversée. Non par l'offre elle-même, mais par le regard qu'elle exprimait. Lucien ne la voyait pas comme une pauvre femme ou une bénéficiaire de charité. Il la voyait comme une personne digne, capable, avec une voix à faire entendre. Cette reconnaissance silencieuse, loin d'un quelconque spectacle, la toucha profondément. Mais elle n'était pas prête. Pas encore. Elle devait d'abord démêler en elle les nœuds du doute, les réflexes de méfiance, les années passées à se battre pour survivre sans jamais dépendre de personne. Elle rangea la lettre dans une pochette, la glissa dans son tiroir à papiers importants et retourna à son quotidien. Mais un changement subtil s'était opéré. Elle regardait différemment les couloirs de l'hôtel, les visages pressés des clients, les remarques condescendantes de certains cadres. Elle n'était plus seulement une silhouette transparente. Quelqu'un, quelque part, l'avait vue, vraiment vue, et cela modifiait sa posture intérieure, presque à son insu. Lucien ne réapparut pas dans les jours suivants. Il n'envoya pas de message, ne fit pas appeler. Il respecta le silence, laissant à Claire le soin de faire le prochain pas si elle le souhaitait. Ce silence, paradoxalement, la rassura. Il n'attendait rien. Il avait simplement proposé. Elle était libre. Elle en avait presque oublié ce que cela voulait dire. Une semaine passa, puis 2. Un matin, en sortant du métro pour se rendre à son second emploi, Claire croisa une affiche placardée sur un panneau publicitaire dans un couloir. Elle y reconnut le logo discret du groupe Delattre, accompagné d'un slogan simple « Agir à hauteur d'humain ». En bas, en plus petit, on lisait « Rejoignez nos initiatives sociales. Ensemble, réinventons la solidarité ». Ce n'était pas une coïncidence. C'était un signe discret mais présent. Elle se sentit observée, non pas dans un sens intrusif, mais comme si son histoire n'était pas close, comme si quelque chose l'appelait à nouveau. Ce jour-là, au déjeuner, elle sortit la carte de visite de son sac. Elle la fixa longtemps, entre ses doigts, hésita puis composa le numéro sur son téléphone. Une voix féminine, douce mais professionnelle, répondit. Claire se présenta, donna son nom. L'assistante sembla immédiatement savoir de qui il s'agissait. Elle lui proposa un rendez-vous pour discuter, en toute simplicité, de ce que Lucien lui avait évoqué. Claire accepta, la voix tremblante, mais le cœur ferme. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait dire, mais elle savait qu'elle devait au moins écouter. Le rendez-vous eut lieu 3 jours plus tard, dans un petit bureau lumineux situé non loin de Montparnasse. Rien de luxueux, mais tout était propre, fonctionnel et accueillant. L'assistante, une femme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant, l'écouta attentivement, lui présenta les actions de la fondation, les profils des personnes engagées, les projets en cours. Il n'y avait rien d'intimidant, aucun langage codé. On lui parla avec respect, avec une honnêteté rare. On lui proposa de participer à une réunion informelle la semaine suivante pour voir par elle-même. Pas d'engagement, pas de pression. Simplement une porte entr'ouverte. Claire ressortit du bureau avec le cœur en feu. Elle n'avait encore rien décidé, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait considérée autrement que comme une exécutante. Quelqu'un avait vu en elle une force, une capacité, et cela valait autant que la promesse d'un salaire. Le soir, Théo remarqua son air étrange. « Tu as vu Luc »
demanda-t-il. Pas encore. Mais il m'a tendu une main, et je pense que je vais peut-être la saisir. Elle n'en dit pas plus. Il n'en demanda pas davantage. Un pacte silencieux s'était noué entre eux, celui d'un espoir nouveau, fragile, mais bien réel. Lorsque Claire franchit à nouveau les portes de la Fondation, une semaine après son premier rendez-vous, elle était plus nerveuse qu'elle ne voulait l'admettre. Le bâtiment, situé dans une rue calme bordée de platanes près du boulevard Raspail, n'avait rien de prétentieux. Ni marbre, ni vigile, ni luxe tapageur. Juste un petit panneau discret, une entrée vitrée et un accueil humain. Pourtant, à chaque pas, elle sentait que ce lieu incarnait une bifurcation possible dans sa vie. Elle n'en avait encore parlé à personne, ni à ses collègues de l'hôtel, ni à sa sœur, ni à Théo dans le détail. Elle voulait voir, ressentir, écouter avant de se prononcer. On l'accueillit avec simplicité, presque avec familiarité. Plusieurs membres de l'équipe étaient présents pour une réunion de coordination. On lui présenta des projets, un programme d'alphabétisation pour adultes, une cantine solidaire, des ateliers de réinsertion professionnelle. Les profils étaient variés, anciens enseignants, éducateurs de rue, jeunes diplômés, retraités, engagés. Chacun racontait son rôle, ses doutes, ses réussites, sans masque ni jargon. Claire resta en retrait, écouta plus qu'elle ne parla. Mais au fil des échanges, elle se sentit peu à peu à sa place. Il n'était pas question ici de diplôme, mais de vécu, d'intuition, de liens humains. Et cela, elle connaissait. Vers la fin de la réunion, l'assistante qui l'avait reçue la première fois lui proposa de rester un peu. Quelqu'un souhaitait lui parler. Claire comprit immédiatement. Son cœur accéléra. Elle fut conduite dans un bureau à l'étage, simple mais lumineux. Et là, derrière un bureau épuré, Lucien se leva pour l'accueillir. Il portait une chemise claire, les manches légèrement retroussées, et arborait un sourire calme sans surjeu. Il s'avança, lui serra la main comme s'il ne s'était jamais quitté, puis l'invita à s'asseoir. Claire prit place, droite, silencieuse, les mains croisées sur ses genoux. Lucien s'installa en face et ce fut lui qui parla en premier. « Je suis heureux que vous soyez venu. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Claire haussa légèrement les épaules. « Je ne sais pas encore pourquoi je suis là, peut-être par curiosité, peut-être pour comprendre, ou juste pour voir si tout cela est réel. » Lucien acquiesça. Il comprenait. Il avait lui-même du mal, parfois, à mesurer l'impact de ses choix. Il lui expliqua alors, avec davantage de détails, les raisons qui l'avaient repoussé à créer la Fondation. Il parla de ses propres années d'errance intérieure, de son refus du monde froid et calculateur qu'il voyait se dessiner dans les hautes sphères. Il avait voulu bâtir un pont entre deux réalités, celle de l'argent et celle de la dignité humaine. Et pour cela, il avait besoin de personnes comme Claire, pas seulement pour faire nombre, mais parce qu'elles incarnaient ce lien. Vous savez ce que c'est que de se lever à 5 heures pour prendre 2 métros. Vous savez ce que c'est que d'avoir peur de ne pas payer le loyer. Vous savez ce que c'est que d'élever un enfant seul. Tout ce que je peux apprendre sur la misère, je ne le saurai jamais aussi bien que vous. Voilà pourquoi je suis ici, et voilà pourquoi je vous propose quelque chose. Claire sentit un mélange de vertige et de lucidité l'envahir. Elle regarda Lucien dans les yeux. Il ne bluffait pas. Il ne cherchait ni à l'impressionner ni à la convaincre par la force. Il proposait, simplement. Il lui présenta alors les contours du poste. Coordinatrice de terrain pour les actions menées dans les quartiers prioritaires du Nord parisien. Un salaire décent, des horaires aménageables pour permettre à Théo de rester sa priorité, une formation interne progressive. Elle ne serait pas seule mais intégrée dans une équipe, accompagnée, soutenue. Vous n'êtes pas ici pour être un pion ou une figure. Vous êtes ici parce que ce que vous avez fait, dans l'intimité de votre foyer, sans témoin, sans caméra, est exactement ce que cette fondation doit incarner. Claire resta silencieuse. L'émotion lui serrait la gorge. Elle pensa à son quotidien. Les couloirs sans fin, les regards fuyants, les horaires impossibles, les douleurs dans le dos, les silences obligés. Et à côté, cette proposition, ce saut dans l'inconnu, ce changement de regard. « Vous ne me devez rien, Lucien, dit-elle enfin. Mais moi non plus, je ne vous dois rien. Je ne veux pas être un geste de charité. Je veux que ce soit juste. Que ce soit parce que j'en suis capable, pas parce que vous vous sentez redevable. » Lucien sourit. « C'est justement pour cela que vous êtes la bonne personne, parce que vous refusez la dette.
parce que vous voulez construire, pas recevoir. Elle prit une longue inspiration. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle demanda à réfléchir encore. Lucien n'insista pas. Il lui donna un délai, un contact, des documents à lire, mais surtout, il lui laissa le choix. Un vrai choix. Pas un piège déguisé en opportunité. En sortant du bureau, Claire sentit pour la première fois depuis longtemps une forme de fierté tranquille. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait rien négocié. Elle avait seulement été elle-même, avec ses forces et ses limites. Et cela avait suffi pour qu'on la voie, qu'on l'écoute, qu'on lui ouvre une porte. De retour chez elle, elle retrouva Théo assis à la table, concentré sur ses devoirs. Il leva les yeux, devina quelque chose dans son regard. « Ça s'est bien passé ?» Elle s'assit en face de lui, posa les papiers sur la table. « On m'a fait une proposition, une vraie, un poste, un projet, quelque chose de nouveau. » Il resta bouche bée, puis sourit timidement. « Tu vas dire oui ?» Claire le regarda longtemps. « Je ne sais pas encore, c'est grand, c'est beaucoup, c'est différent. Mais je crois que j'ai envie de dire oui. Pour moi, et pour toi aussi. » Elle ne dormit presque pas cette nuit-là. Elle repensait à tout. À l'hiver au canapé, au café du matin, à la main tendue sans raison. Elle repensait à Lucien endormi, à ses silences, à son regard perdu puis retrouvé. Et elle comprit que parfois, une vie entière peut basculer pour un seul acte. Un seul geste fait sans calcul, sans espoir de retour. Elle comprit que sa vie lui appartenait de nouveau et que la suite dépendrait non plus de la survie, mais du courage de construire. Les jours qui suivirent furent les plus silencieux de la vie de Claire depuis longtemps. Il n'y avait plus de crises à gérer, plus de factures en retard qui l'accablaient, ni d'urgence criante. Pourtant, elle sentait en elle un tumulte invisible, une tension intérieure presque constante. La lettre de Lucien, les mots entendus dans ce bureau lumineux, la carte de visite, les papiers soigneusement rangés dans un classeur, tout cela composait une proposition réelle, sérieuse, structurée. Et malgré la solidité apparente de l'offre, Claire hésitait. Elle se surprenait chaque matin à faire les mêmes gestes, comme si son corps refusait d'admettre que quelque chose avait changé. Elle se levait tôt, préparait le café, vérifiait le cartable de Théo, prenait le métro bondé jusqu'à l'hôtel ou l'entreprise de nettoyage, mais au fond d'elle, chaque geste devenait un fardeau, non pas à cause de la fatigue, mais à cause de la contradiction. Une part d'elle aspirait à cette nouvelle vie que Lucien lui avait esquissée. L'autre, profondément ancrée dans des années d'adaptation, refusait de faire confiance. Elle avait vécu trop longtemps, avec la peur comme compagne silencieuse. Peur de ne pas avoir assez, peur de tomber malade, peur que Théo manque de quelque chose, peur de ne pas être à la hauteur. Et maintenant, une autre peur s'installait, plus insidieuse encore, celle de changer, de réussir, de sortir de sa condition. Ce n'était pas seulement une question d'emploi, c'était une question de posture dans le monde. Elle avait appris à se faire petite, à ne pas déranger, à exister dans les marges. Et Lucien, par sa simple proposition, la plaçait soudainement au centre de quelque chose. Théo, de son côté, observait sa mère avec attention. Il voyait ses hésitations, ses silences plus longs, ses soupirs devant la fenêtre. Il ne comprenait pas tous les enjeux, mais il savait que quelque chose de profond se jouait. Un soir, il lui demanda timidement « Maman, pourquoi tu ne dis pas oui? Tu veux pas de ce travail ?» Claire ferma les yeux un instant. Elle répondit doucement, presque pour elle-même « Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne sais pas si j'y ai droit, si je suis prête, si ce n'est pas trop pour moi. » Théo fronça les sourcils, surpris. « Trop bien, tu veux dire ?»« Oui, trop bien, trop grand, trop nouveau. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas étudié pour ça. Je n'ai jamais eu ce genre de responsabilité. Et puis, j'ai peur qu'on me regarde de travers, qu'on pense que je n'ai pas ma place. » Le garçon baissa les yeux puis murmura « Mais moi, je sais que t'as ta place. C'est eux qui doivent le savoir aussi. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Claire. Elle la retourna plusieurs fois, comme un galet qu'on tient au fond de la poche pour se rassurer. Et peu à peu, l'idée que ce ne soit pas elle qui soit illégitime, mais le regard des autres, fit son chemin. Elle comprit que la peur ne part jamais totalement, mais qu'on peut apprendre à la faire taire. Elle repensa à sa première nuit avec Luc, à sa décision instinctive de l'accueillir. Elle n'avait pas hésité alors, elle avait agi. Elle s'était fait confiance. Peut-être était-ce cela le vrai courage, agir sans certitude,
avancer malgré le doute. Elle n'avait pas eu besoin de diplôme pour faire preuve d'humanité, ni de formation pour tendre la main. Et si elle avait pu faire cela sans préparation, peut-être était-elle capable de bien plus, si on lui en donnait les moyens. Un jour, alors qu'elle nettoyait les vitres d'un cabinet d'avocats, elle entendit 2 secrétaires parler d'une de leurs collègues qui venait de décrocher une promotion. L'une d'elles dit, moqueuse, « Elle, franchement, elle a juste su être au bon endroit au bon moment. » Claire se sentit envahie d'un mélange de colère et de lucidité. Peut-être qu'elle aussi avait été au bon endroit au bon moment. Peut-être que ce n'était pas un hasard. Mais au lieu d'en profiter, elle s'en voulait presque. Comme si recevoir une chance dans sa position devait être suspect. Le soir même, en rentrant, elle s'assit à la table de la cuisine, sortit les documents laissés par la Fondation et relut chaque ligne avec attention. Tout était clair, sans piège. Elle prit une feuille blanche, commença à noter ce qu'elle craignait. « Je n'ai pas assez d'expérience. Je n'ai pas de diplôme. Je ne connais rien à l'administration. » Et en face, elle écrivit « Mais j'ai de l'intuition. Mais je sais écouter. Mais j'ai vécu ce que vivent ceux qu'on aide. » À la fin de l'exercice, elle regarda la page. Les colonnes n'étaient pas égales, mais celles des possibles lui semblaient soudain plus fortes. Elle appela l'assistante de Lucien le lendemain. Elle demanda un nouveau rendez-vous, non pas pour dire oui immédiatement, mais pour poser ses conditions. Elle voulait comprendre exactement ce qu'on attendait d'elle, quelle formation serait proposée, quelle marge de liberté elle aurait dans les décisions. Elle ne voulait pas être un pion ni un symbole. Elle voulait être utile, réelle, investie. Lors de la rencontre suivante, elle fut accueillie comme une interlocutrice, pas comme une protégée. On l'écouta, on lui répondit avec sérieux. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle avait le droit de poser ses propres limites. Elle demanda du temps partiel au début pour assurer la transition avec ses autres emplois. Elle demanda à rencontrer les équipes terrain, à participer à des actions concrètes avant d'assumer un poste officiel. On accepta tout cela sans discussion. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva Théo en train de faire ses devoirs, concentré. Elle le regarda longuement. Puis elle dit d'une voix calme, « J'ai accepté. Pas tout, pas encore. Mais j'ai dit oui. Je commence petit, mais je commence. » Le garçon leva les yeux, sourit sans rien dire. Il comprenait que ce oui n'était pas une capitulation, mais un acte de courage. Claire aussi comprit que changer ne voulait pas dire trahir ce qu'elle avait été. C'était simplement apprendre à être plus grande, à élargir le cercle, à prendre la place qu'elle avait toujours su occuper, sans qu'on la lui accorde. Elle avait encore peur, mais cette peur n'était plus un frein. C'était un signe qu'elle s'apprêtait à faire quelque chose de vraiment nouveau. La première journée de Claire à la Fondation fut tout sauf spectaculaire. Pas de discours, pas de bienvenue solennelle, ni de gestes ampoulés. On lui remit un badge provisoire, un dossier à consulter et un café tiède. Elle fut introduite dans un bureau partagé avec 2 autres coordinateurs. Les locaux étaient modestes, bien que soignés. Murs clairs, quelques affiches inspirantes sur la dignité, des piles de documents sur les projets en cours. Claire s'assit devant un ordinateur et passa la matinée à découvrir les différents programmes auxquels elle pourrait être associée. Elle commença par observer, écouter, prendre des notes. Personne ne la bouscula. On lui donna l'espace nécessaire pour s'adapter, mais on lui parla aussi comme à une collègue à part, entière. Elle ne reçut aucun regard condescendant. Ce respect silencieux, cette manière de l'intégrer sans mise en scène, la surprit profondément. À l'hôtel ou dans les bureaux qu'elle nettoyait, elle était habituée à être invisible, à ce que les gens parlent entre eux comme si elle n'était pas là. Ici, elle existait. Chaque phrase échangée, chaque regard soutenu confirmait cette réalité nouvelle. L'après-midi, elle fut invitée à accompagner une petite équipe lors d'une visite de terrain dans le 19e arrondissement. Il s'agissait d'une initiative de soutien aux mères isolées, avec des ateliers de parentalité et un accompagnement à la recherche de logements. Claire resta d'abord en retrait, écoutant les échanges entre les bénévoles et les participantes. Puis, sans qu'on le lui demande, elle se mit à parler avec une femme d'une 40aine d'années qui semblait perdue. Elle ne se présenta pas comme une coordinatrice, ni comme une nouvelle recrue. Elle parla comme elle aurait parlé à une voisine dans une laverie, avec sincérité et simplicité. La femme se mit à pleurer, puis à raconter son histoire. Ce soir-là, dans le métro du retour, Claire se sentit étrangement légère.
Ce qu'elle avait fait ne lui avait rien coûté. Elle avait été elle-même, mais cette simple conversation avait suffi à créer un lien, à briser une solitude. Elle comprit alors que sa plus grande force n'était ni dans ce qu'elle avait appris, ni dans ce qu'elle pouvait encore découvrir, mais dans ce qu'elle avait vécu. Toutes ces années de galère, de fatigue, de renoncement devenaient ici un capital. Elle n'était plus définie par ses manques, mais par sa capacité à comprendre ceux des autres. Les semaines suivantes confirmèrent cette intuition. Claire commença à prendre plus d'initiatives. Elle proposa d'organiser une série de rencontres informelles dans les quartiers populaires, non pas dans des salles impersonnelles, mais dans des lieux du quotidien, cafés, marchés, halls d'immeubles. L'idée plut. Elle reçut le feu vert. Elle assista à des réunions, participa à des formations, découvrit le vocabulaire du milieu associatif, et même si certains termes la dépassèrent parfois, elle n'hésitait plus à poser des questions. On la respectait pour cela. On la remerciait même. Un jour, lors d'un déjeuner avec plusieurs membres de l'équipe, une des responsables lui dit « Claire, tu ne fais pas que remplir une case. Tu nous fais voir autrement. C'est rare et c'est précieux. » Elle ne sut quoi répondre. Elle se contenta de sourire, le cœur serré de reconnaissance. Lucien, quant à lui, restait discret. Il ne se voyait pas souvent. Il passait parfois dans les couloirs, assistait à certaines réunions, mais toujours avec cette distance respectueuse. Il ne se mettait jamais en avant. Lorsqu'ils se croisaient, ils échangeaient à quelques mots, un regard complice. Claire sentait que quelque chose de profond les liait, mais aucun mot n'était nécessaire. Ce qu'ils avaient partagé dans son appartement tenait lieu de pacte invisible. Théo observait de son côté les changements chez sa mère. Il la voyait rentrer fatiguée mais animée. Elle parlait davantage, riait parfois en racontant une anecdote. Elle commençait même à changer de posture physique. Elle se tenait plus droite, marchait plus vite, osait croiser les regards dans la rue. Un soir, alors qu'elle l'aidait à réviser ses cours d'histoire, il s'arrêta soudain et dit « Je crois que t'as trouvé ton truc, maman. » Claire le regarda avec douceur. « Tu crois ? » ?»« Oui. T'es pas comme avant, t'as l'air vivante. Avant, t'avais juste l'air fatiguée. » Elle ne répondit pas. Elle lui ébouriffa les cheveux, puis reprit le cahier d'exercice. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Elle n'avait pas encore tout reconstruit. Elle avait encore des doutes, encore des peurs. Mais pour la première fois, elle se projetait. Non plus seulement dans la semaine suivante, mais dans les mois, les années. Elle envisageait de reprendre des cours du soir, d'obtenir une certification dans l'intervention sociale. Elle se voyait grandir, évoluer, et ce rêve qu'elle avait abandonné depuis si longtemps renaissait peu à peu. Un matin, elle croisa une de ses anciennes collègues de l'entreprise de nettoyage dans le métro. La femme, surprise de la voir habillée différemment, lui demanda ce qu'elle faisait désormais. Claire hésita une seconde, puis répondit simplement « Je travaille dans une fondation ». Elle n'en dit pas plus. Elle ne ressentait ni la nécessité de se justifier, ni le besoin d'en faire un récit spectaculaire. Elle n'avait pas changé de monde. Elle avait simplement trouvé sa voie dans celui qu'elle connaissait déjà. Elle continuait de vivre dans le même appartement, de faire les courses au même supermarché, d'utiliser les mêmes lignes de métro. Mais tout avait changé. Son regard, sa manière de marcher, d'entrer dans une pièce. Elle n'était plus en attente d'un miracle ou d'une reconnaissance extérieure. Elle savait ce qu'elle valait, et cela suffisait. La chance que Lucien lui avait offerte n'était pas un billet gagnant ni une faveur tombée du ciel. C'était un levier, une possibilité de faire éclore ce qui sommeillait en elle depuis des années. Et elle avait décidé, enfin, de l'utiliser, pleinement. L'événement annuel de la Fondation était prévu pour le premier samedi de mai. Tous les membres des équipes de terrain, les partenaires, les donateurs et les bénéficiaires étaient conviés à une journée de présentation, de table ronde et de célébration des actions menées. Claire, qui y participait pour la première fois, avait été invitée à parler brièvement de son parcours. Elle avait hésité. Elle n'aimait pas être au centre, encore moins se livrer devant des inconnus. Mais on l'avait rassurée, rien d'obligatoire et surtout une ambiance chaleureuse, bienveillante, sans formalisme. Elle passa la semaine précédente à préparer quelques notes, griffonnées à la main, raturées, recommencées, réduites à l'essentiel. Elle ne voulait pas raconter son passé comme une plainte, ni présenter sa rencontre avec Lucien comme une fable.
Elle voulait seulement dire ce qui lui semblait vrai, qu'une main tendue, dans un moment d'épuisement, peut tout transformer, non pas par miracle, mais parce qu'elle rappelle à celui qui la reçoit qu'il existe encore. Le jour de l'événement, les locaux de la Fondation avaient été aménagés de manière conviviale. De grandes banderoles colorées affichèrent des mots comme solidarité, écoute, confiance. Il y avait des stands de présentation, des buffets simples mais copieux, une salle centrale où les intervenants prenaient la parole à tour de rôle. Claire était nerveuse, mais elle se fondit dans le rythme général, salua les visages familiers, échangea avec des bénévoles venus d'autres villes. En milieu d'après-midi, elle monta sur la petite estrade improvisée, micro en main. Elle prit une respiration profonde et commença. « Je ne suis pas venu ici pour raconter une success story. Je suis venu pour vous parler d'un moment très précis. Celui où, un soir d'hiver, j'ai vu un homme recroquevillé devant une boulangerie et que j'ai décidé, sans trop réfléchir, de lui offrir un plat et un canapé pour la nuit. » Elle raconta le reste sobrement, sans emphase. Luc, le silence, les réparations discrètes, la disparition, puis le retour, l'invitation, le doute, l'acceptation. Elle termina ainsi. « Je n'ai pas été sauvé. On ne m'a pas tiré d'un trou noir. On m'a regardé, juste regardé. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer une vie. » Les applaudissements furent sincères, pas tonitruants. Pas d'exaltation, mais un respect palpable. Claire descendit, le cœur battant, les mains moites mais soulagées. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle n'avait ni enjolivé ni dissimulé. Elle avait trouvé les mots justes, à sa manière. Un peu plus tard, alors qu'elle discutait près du buffet avec un coordinateur de Bordeaux, une femme vint la chercher. « Lucien aimerait vous parler. » Claire suivit la messagère jusqu'à un bureau à l'écart, à l'étage. Lucien l'attendait, seul, debout près d'une fenêtre ouverte. Il se tourna vers elle avec un sourire doux. « Ce que tu as dit tout à l'heure, c'était juste, c'était puissant. » Claire haussa les épaules, modeste. « J'ai dit ce que je pouvais. Je ne suis pas une oratrice. Tu es bien plus. Tu es une voix que beaucoup n'osent pas écouter, et tu l'as portée avec une honnêteté rare. » Il lui proposa un verre d'eau. Elle accepta. Ils s'assirent. Lucien sembla hésiter un instant, puis il dit « Tu mérites de tout savoir. Il est temps. » Claire le fixa intriguée. Elle ne dit rien. Elle sentait que ce qui allait suivre serait important. « Je n'ai jamais parlé de ça publiquement. Mais aujourd'hui, devant toi, je pense que je le peux. Je suis né à Poissy. Ma mère m'a abandonné à la naissance. J'ai grandi dans un foyer jusqu'à l'âge de 8 ans. Ensuite, j'ai été baladé entre familles d'accueil. Certaines étaient bienveillantes, d'autres, moins. J'ai appris très tôt à me taire, à observer, à survivre. » Il fit une pause. Claire ne détourna pas les yeux. « À 17 ans, j'ai fugué. J'ai dormi dans des halls d'immeubles, dans des wagons désaffectés. J'ai connu la faim, la honte, la peur. C'est un prêtre un jour qui m'a pris sous son aile. Il m'a aidé à reprendre mes études. J'étais bon en maths. Très bon même. J'ai eu une bourse. J'ai intégré une grande école. Et puis, la roue a tourné. J'ai retrouvé mon père biologique par hasard. Il était malade, très riche. Il m'a reconnu. Il m'a légué son entreprise. Je suis devenu en moins de 2 ans un homme puissant. Mais je n'ai jamais oublié ce que c'est que d'être invisible. » Claire sentit une boule dans la gorge. Tout s'éclairait. Sa manière de parler, de se mouvoir dans le silence, de comprendre les gestes simples. Ce n'était pas une posture, c'était un passé. Alors chaque année, je retourne, pas pour jouer un rôle, pour me souvenir, pour ne pas perdre le fil, pour ne jamais me croire au-dessus. Et c'est ainsi que je suis tombée sur toi. Claire se leva lentement. Elle s'approcha de lui, posa une main sur son bras. « Tu n'avais pas besoin de me dire tout ça, mais je suis contente que tu l'aies fait. » Lucien hocha la tête, ému. « Je voulais que tu saches que tu n'as pas aidé un homme en détresse. Tu as reconnu un homme que le monde préfère ignorer, et tu m'as permis de redevenir quelqu'un de vrai, sans statut, sans costume. » Ils restèrent là, silencieux, côte à côte, la fenêtre entr'ouverte laissant passer l'air tiède de la fin d'après-midi. Il n'y avait plus de doute, plus de peur, plus de masque. Juste 2 êtres humains, unis par une histoire improbable, mais terriblement vraie. Ce jour-là, Claire comprit que leur rencontre n'avait pas été un accident. Elle avait été un miroir, une reconnaissance mutuelle, une passerelle entre 2 mondes qui, sans cela, ne se seraient jamais touchés.
Le bureau de Claire, situé dans une petite aile de la fondation rénovée, n'avait rien de luxueux. Il comportait un bureau simple en bois clair, une chaise ergonomique d'occasion, 2 fauteuils pour les visiteurs, une étagère où s'accumulaient des dossiers épais, des brochures, des projets en cours. Et pourtant, pour Claire, cet espace représentait un monde nouveau. C'était la première fois de sa vie qu'elle avait un endroit à elle, un lieu où elle pouvait décider, recevoir, réfléchir, proposer. Elle n'était plus une exécutante. Elle coordonnait désormais une équipe de terrain. Elle gérait des partenariats locaux, des campagnes d'information et organisait des réunions régulières avec des associations de quartier. Ses débuts dans cette fonction avaient été marqués par une prudence naturelle. Elle n'avait pas voulu imposer sa voix trop vite, ni apparaître comme un symbole parachuté par la direction. Elle avait passé du temps à écouter, à comprendre les dynamiques internes, les tensions anciennes, les enjeux silencieux. Peu à peu, elle avait su tisser sa légitimité, non par autorité, mais par présence. Elle ne parlait jamais pour se mettre en avant. Elle parlait pour faire avancer les choses, et cette sincérité fut remarquée. Une des premières actions qu'elle mit en place fut un programme d'écoute dans les halls d'immeubles des quartiers dits sensibles. Au lieu d'attendre que les habitants viennent vers la fondation, elle alla à leur rencontre avec son équipe, munie de chaises pliantes, de thermos de café et de patience. Les débuts furent difficiles. Beaucoup les regardaient avec suspicion, d'autres les ignoraient. Mais Claire savait ce que c'était. Elle comprenait la méfiance. Alors elle resta jour après jour au même endroit, avec la même disponibilité. Au bout de 2 semaines, les premiers mots tombèrent, et avec eux des histoires, des colères, des besoins enfouis. Elle enregistra tout, méthodiquement. Elle ne se contentait pas d'écouter. Elle reformulait, transcrivait, classait. Elle monta ensuite un dossier complet qu'elle présenta au comité interne de la Fondation. Sa proposition était simple, créer un réseau d'antennes locales, basé non pas sur une logique administrative, mais sur la présence humaine, régulière, constante. Elle demanda un budget modeste, mobilisa quelques anciens collègues, du nettoyage qui connaissait bien les rues et les habitants, et obtint l'accord pour une première expérimentation. Le succès fut immédiat. En moins de 3 mois, la fréquentation des permanences de la Fondation augmenta de 40%. Des familles qui n'avaient jamais franchi la porte d'un bureau vinrent poser des questions, demander un conseil, exposer un problème. Claire organisa alors une série d'ateliers thématiques, animés par des intervenants extérieurs, mais toujours co-construits avec les habitants eux-mêmes. Elle refusa les formats figés. Chaque rencontre devait commencer par une question, posée par le public, pas par un exposé. Cette méthode, empruntée à son propre vécu, fonctionnait mieux que toutes les théories. Lucien suivait ses évolutions à distance, mais avec une attention réelle. Il lui écrivait parfois de courts messages. « Vu ton rapport sur la Courneuve. Pertinent. Ou bonne idée, les cercles d'écoute, poursuit. » Il ne s'immisçait jamais dans les détails, mais faisait sentir sa présence. Claire, de son côté, n'éprouvait plus ni gêne ni gratitude confuse. Elle agissait pour la mission, pas pour lui. Mais elle savait qu'il lui avait offert plus qu'un poste. Il lui avait offert une place. Un jour, le conseil social de la Fondation, composé de 12 membres permanents, proposa à Claire de les rejoindre. C'était une avancée majeure. Ce conseil fixait les grandes orientations, validait les budgets et faisait le lien avec les politiques publiques. L'invitation, selon eux, était naturelle. Pour Claire, ce fut une secousse. Elle avait gravi en un peu plus d'1 an des échelons qu'elle n'aurait jamais cru accessibles. Elle hésita. Elle demanda un temps de réflexion. Puis elle accepta, non pas pour le prestige, mais parce qu'elle comprenait que là aussi, sa voix comptait. Elle commença à assister aux réunions du conseil, d'abord en observatrice. Elle écoutait, notait, posait parfois une question. Peu à peu, elle prit la parole. Et ses interventions, toujours concrètes, toujours ancrées, dans le terrain, modifièrent la dynamique des débats. Là où certains parlaient en abstraction, elle ramenait les décisions à l'impact sur les personnes. Cette mesure, comment sera-t-elle reçue par une mère isolée qui vit dans un 2 pièces avec 3 enfants? Ou ce formulaire, est-ce qu'un retraité sans connexion Internet pourra le remplir sans aide? Ces questions, simples, mais essentielles, obligeaient les membres du conseil à repenser leur grille d'analyse. Parallèlement, Claire avait commencé à suivre des cours du soir.
Une formation en intervention sociale et développement local, dispensée par un centre de formation pour adultes. Ce n'était pas facile. Elle travaillait la journée, s'occupait de Théo, puis passait 2 soirées par semaine à apprendre, à nouveau à rédiger, à comprendre des concepts. Mais elle tenait bon. Elle voulait valider ses compétences. Non pas pour prouver quoi que ce soit à Lucien ou à la Fondation, mais pour elle, pour se regarder en face et dire « Je l'ai fait ». Théo, lui, avait aussi changé. Inspiré par l'exemple de sa mère, il s'était mis à travailler plus sérieusement. Il participait à des actions solidaires organisées par son lycée, aidait des camarades en difficulté, parlait même de devenir assistant social. Claire ne l'avait jamais poussé. Elle le regardait simplement, fière, discrètement. Elle voyait en lui non pas le reflet d'une revanche sociale, mais la continuation naturelle d'un élan de dignité. Un dimanche matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Théo lui dit « Tu sais, maman, avant je ne comprenais pas pourquoi tu faisais tout ça. Maintenant, je crois que je comprends. Ce n'est pas pour avoir plus, c'est pour donner mieux. » Claire ne répondit pas. Elle le regarda longuement, puis elle hocha la tête. C'est exactement ça. La femme de ménage qu'elle avait été n'était pas morte. Elle faisait partie d'elle. Elle ne reniait rien. Chaque balai passé, chaque salle de bain récurée, chaque pause prise debout avait façonné la force qu'elle mettait aujourd'hui dans ses actions. Elle ne venait pas d'un autre monde. Elle venait du monde réel. Et elle y retournait. Chaque jour, non plus comme une survivante, mais comme une actrice à part entière. Il faisait doux ce jour-là à Paris. Un de ces matins de fin d'été où la lumière filtre à travers les feuilles encore pleines, mais déjà frémissantes, comme si l'air lui-même anticipait le changement de saison. Claire marchait d'un pas tranquille sur les pavés du quartier latin, ses dossiers sous le bras, son téléphone rangé, son esprit dégagé. Elle avait désormais pris l'habitude de ces trajets à pied entre la Fondation et les différents points de rendez-vous. Plus que des déplacements, ils étaient devenus pour elle des temps de respiration, d'observation, de retour à soi. Elle connaissait désormais chaque détour, chaque banc, chaque devanture comme les lignes familières d'un visage ami. Elle s'arrêta à la terrasse d'un petit café discret où elle avait l'habitude de s'installer lorsqu'elle avait 1 heure devant elle. Elle commanda un café allongé, s'assit à l'ombre et sortit un carnet. Plus qu'un agenda, ce carnet était devenu son compagnon d'idées, de pensées, de bribes de projets ou de phrases entendues qui méritaient d'être conservées. Elle relisait souvent certaines pages, avec la sensation étrange de lire non pas un journal intime, mais une archive vivante de son propre mouvement intérieur. Elle en était là, plongée dans une annotation sur une future rencontre avec une association de jeunes migrants, lorsqu'une silhouette attira son regard. Un homme venait de s'arrêter devant la vitrine du café, regardant à l'intérieur sans insistance. Il portait une chemise claire, un pantalon beige et tenait un livre dans une main. Lorsqu'il leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Claire eut un léger sursaut. C'était Lucien. Il la reconnut immédiatement, afficha un sourire, puis entra. Il s'approcha de sa table, posa son livre avec lenteur, comme s'il demandait la permission sans avoir besoin de mots. « Bonjour, Claire. »« Bonjour, Lucien. » Ils se regardèrent longtemps en silence. Ce n'était pas un silence vide, mais un échange profond, dense, dans lequel tout ce qu'ils avaient traversé ensemble semblait affleurer sans besoin d'être dit à nouveau. Lucien s'assit, ils commandèrent un second café. Le serveur, habitué au silence respectueux des lieux, les servit sans commentaire. Claire prit la parole la première. « C'est étrange. On ne s'est jamais vraiment vu dans ce genre de contexte, sans cadre, juste comme ça. » Lucien acquiesça. Et pourtant, c'est peut-être là que tout a commencé. Dans un cadre qu'on n'avait pas choisi. Une rue, une nuit, un canapé. Elle sourit. « Tu te souviens de ce canapé ?» Il grince toujours autant. Il rit doucement. « J'ai encore ce petit mot, tu sais, celui que tu avais laissé. Merci pour votre humanité. Tu as été avare en mots ce jour-là. C'est vrai, je n'avais pas les bons mots. Je ne les ai jamais vraiment eus, mais tu les as compris malgré tout. » Ils burent une gorgée observant la vie autour d'eux. Un enfant riait à une table voisine. Une serveuse passait avec un plateau chargé. Un couple de personnes âgées discutait à voix basse en partageant un croissant. Lucien reprit, plus sérieusement, « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Claire. Pas à cause de ce que tu m'as offert, mais à cause de ce que tu m'as appris.
Tu n'as pas eu peur. Tu ne m'as pas réduit à ce que tu voyais. Tu as agi sans attendre. Et ce geste, il m'a transformé, plus profondément que toutes mes années de formation. Moi, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai juste fait ce que je pensais juste. Et tu m'as surprise, par ta manière de rester puis de partir et puis par ton retour. Tu crois au hasard? Je crois au geste. Ce qu'on décide, même petit, laisse une trace. Il hocha la tête. Il sortit de sa poche un petit objet, une clé USB. Il la posa sur la table. Il y a là un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. C'est confidentiel, mais je veux que tu le lises. Il s'agit d'une extension de la fondation. Une structure autonome mais liée, plus souple, plus rapide. Je voudrais que tu en sois la directrice opérationnelle. Claire le regarda, sans surprise excessive. Tu ne doutes jamais? Si, tout le temps. Mais je doute moins quand je pense à toi à la tête de quelque chose. Elle ne répondit pas. Elle prit la clé, la rangea dans son sac. Ce n'était pas le moment de décider. Ce n'était même pas nécessaire. Il n'y avait plus entre eux ni obligation ni dette. Seulement une forme de confiance absolue, rare née d'un moment hors du commun. Ils parlèrent ensuite de choses simples. Théo qui entamait sa dernière année de lycée, les projets de voyage scolaire, la manière dont il s'était mis à lire des essais sur la justice sociale. Claire raconta aussi ses soirées de cours, ses interrogations sur certains textes de sociologie, son étonnement face à sa propre capacité d'analyse. Lucien l'écoutait, admiratif, mais sans excès. « Tu sais, dit-il, parfois je me dis que le monde avance parce que des gens, comme toi, continuent d'agir alors que personne ne regarde. Et moi, je me dis que parfois il faut que quelqu'un regarde, justement, pour qu'on se souvienne de ce qu'on a à offrir. » Ils restèrent encore un moment, sans précipitation. Puis Lucien se leva. Il posa sa main sur celle de Claire. Aucun mot ne fut nécessaire. Elle hocha la tête. Il s'éloigna tranquille, avec ce pas mesuré qu'elle lui connaissait bien. Claire resta seule à la table. Elle ouvrit son carnet, nota une phrase simple. Le geste le plus simple peut faire basculer une vie. Puis elle referma le carnet, pailla et repartit marcher dans Paris. Non plus dans l'ombre, non plus dans l'urgence, mais dans sa pleine lumière. Une femme debout, forte de ce qu'elle avait vécu et prête à offrir ce qu'elle était devenue.